Super. Bon, donc je disais, super content d'être ici. Merci beaucoup de m'accueillir, Christophe et moi. Donc je suis basé, moi je suis Jean Jakubowski, je suis basé à Lille. J'aurais aimé venir, j'aurais aimé venir en vrai pour vous rencontrer. C'est toujours beaucoup mieux pour les échanges et tout ça. Mais malheureusement, la grève m'a découragé. Donc aujourd'hui, on va vous parler avec Christophe de 7 raisons de considérer Apache Pulsar comme une plateforme de messaging et de streaming. Donc, vous avez avec vous Christophe Bornet, donc on a vraiment beaucoup de chance d'avoir un committeur Apache Pulsar sur Bordeaux. Donc, Christophe est parmi vous en présentiel, il est peut-être aussi sur scène. Je ne vois pas trop comment ça. Il y a la configuration de la salle à distance. Et moi-même, je m'occupe des relations développeurs chez Stream Native. Christophe, je te laisse te présenter. Oui. Donc, enchanté tout le monde. Moi, c'est Christophe. Je suis donc développeur chez DataStax et je travaille à temps complet sur Apache Pulsar pour apporter des nouvelles features. Avant ça, j'ai occupé divers rôles de leader technique et même de CTO. Aujourd'hui, je reviens vers du développement pur. Je suis basé à Bordeaux, donc la cité du vin, et donc je suis pas mal impliqué dans plusieurs communautés open source, donc Apache Pulsar évidemment, et puis d'autres tels que Gipster ou OpenAPI Generator. À toi, Ok, Julien. merci. Donc moi c'est Julien, j'ai été développeur, tech lead, j'ai été manager, j'ai été consultant, j'ai fait pas mal de choses, mais je suis quand même surtout développeur, il faut l'avouer, et c'est un super job. Donc je suis développeur depuis une vingtaine d'années, j'ai un background essentiellement Java, Java et Spring. Moi je suis basé à Lille, donc la ville de la bière. Donc, je suis pas mal engagé dans différentes communautés de développeurs, notamment, entre autres, le Java User Group de Lille, dont je suis le fondateur et le co-animateur avec l'équipe des Joggers. Et mon job, c'est que je suis DevRel de l'Europe chez Stream Native. Alors, DevRel, ça veut dire quoi? En fait, mon but, ce que je voudrais, c'est de construire une communauté autour de Pulsar, qui est un produit open source, une communauté autour de Pulsar qui est plus large et plus vivante qu'aujourd'hui. On a déjà une super communauté qui est très très bien, notamment en Amérique du Nord et en Asie. Et moi, j'aimerais étendre cette communauté beaucoup plus en Europe, par une communauté large et vivante autour de Pulsar. Et vous aider aussi dans votre chemin avec Pulsar. C'est-à-dire que ce que j'espère, c'est qu'à la fin de cette présentation, vous ayez envie d'essayer Pulsar, de rentrer en contact avec lui, peut-être le downloader, voire de le poker. Et ben, je suis à votre disposition pour vous faciliter ça, pour vous accompagner dans votre chemin, peu à peu, dans l'adoption ou pas de Pulsar. Donc Pulsar, c'est quoi? Pulsar, c'est une plateforme cloud native de messaging et d'événements streaming. Cloud native, pourquoi? Parce que Pulsar a été conçu dès le départ pour être sympathique avec les clouds. Donc, il est complètement conteneurisable et conteneurisé. Il s'installe très bien dans un Kubernetes, il n'y a pas de souci. Il scale très très bien aussi. On va en parler justement. Et c'est un logiciel open source qui est capable, qui est un broker en fait, un broker de messages et qui est capable de faire aussi bien du messaging que de l'event streaming. Alors, le messaging et l'event streaming, il y a des points communs et il y a des différences. Si je viens vraiment à la base, dans le messaging et dans le streaming, vous allez avoir des producteurs et des consommateurs. C'est-à-dire que vous allez avoir des producteurs qui vont produire des messages, qui vont envoyer de la donnée à des gens qui vont la consommer, mais ne vont pas leur envoyer directement de la donnée. Le publisher, en fait, le producteur, pardon, il va envoyer de la donnée et il ne sait pas, il ne connaît pas les consommateurs qui vont utiliser cette donnée-là. Il n'y a pas de lien entre les deux. Il n'y a pas de lien temporel, il y a pas de lien entre les deux tout court. Et de même, ceux qui vont consommer la donnée qui est envoyée par le publisher, la donnée est envoyée sur des topics, c'est-à-dire des fils, des structures FIFO, basiquement en fait. Donc les consommateurs vont consommer ces données à travers le broker sans les demander directement au producteur. Donc on a vraiment un découplage entre les deux qui est hyper important et c'est Pulsar qui va gérer les interactions, la communication des données entre les producteurs et les consommateurs. Pulsar est un broker, Pulsar est un intermédiaire entre les deux. Et pourtant, il y a des différences quand même assez importantes entre le messaging traditionnel, et l'event streaming. Dans le messaging, vous allez avoir des fils de messages
donc qu'on peut aussi appeler des message queues, aussi on peut aussi utiliser le terme de topic. Vous allez essentiellement avoir des fils de messages. Et un message va souvent être considéré comme une tâche à traiter unitairement, comme une sorte de commande qui va avoir un effet de bord, qui va changer quelque chose quelque part dans un système. Par exemple, redimensionner une image ou bien alors envoyer un mail à un certain nombre de personnes, ce genre de choses-là. Et ces tâches-là vont être exécutées pas forcément dans un ordre très déterministe en fait. Elles vont être traitables de façon unitaire et autoportante. Et cette communication, le but du messaging, c'est essentiellement de faire la communication asynchrone et la communication fiable entre différents services ou entre différents systèmes. Donc on a des cas d'usage classiques, c'est-à-dire utiliser le messaging pour implémenter une communication asynchrone entre des microservices. Pourquoi pas aussi des systèmes de gestion de paiement, envoyer des notifications, des choses comme ça. C'est des choses qui sont très très bien avec du messaging. Et donc des solutions de messaging connues, vous avez sans doute entendu parler de RabbitMQ, ou dans le cloud, vous avez aussi Amazon SQS qui est assez connu là-dessus. Le streaming, c'est quand même assez différent. C'est-à-dire que dans le messaging, vous avez plutôt tendance à avoir des tâches, des choses à faire, tandis que dans le streaming, vous allez plutôt avoir affaire à de la donnée, à un flux d'événements, à des événements qui se sont passés. Donc au lieu d'avoir des choses qu'on va faire, on a des choses qui ont eu lieu, des événements. Et ces événements, il est important de les traiter en streaming de façon ordonnée. Les événements ont une liaison, ils vont être liés entre eux par un ordonnancement, par une séquence temporelle. Et ces événements, ces messages vont typiquement être persistés. Ça, c'est un point important dans le streaming. Ils vont aussi pouvoir être transformés. Ils vont pouvoir être agrégés. Et ils vont pouvoir également être rejoués. C'est rarement le cas dans le messaging traditionnel. On n'est pas tout à fait dans le même use case. On n'a du coup pas tout à fait les mêmes besoins et pas non plus les mêmes solutions qui font ça. Donc, dans le streaming, c'est très utilisé pour faire notamment de l'analytics en temps réel, du real-time analytics, pour alimenter par exemple un dashboard qui va m'aider à prendre des décisions rapidement sans forcément attendre qu'un batch ait été lancé la nuit. Ici, je vais pouvoir prendre des décisions de façon rapide, en temps réel, dès le moment où l'événement correspondant a été généré. Donc on utilise ça souvent pour des dashboards, pour du contrôle de risque, pour de la détection de fraude, par exemple, des choses comme ça. Ça, c'est assez classique. Et les exemples connus de solutions qui font du streaming, de brokers qui font du streaming, c'est par exemple Kafka ou encore la solution d'Amazon qui est Amazon Kinesis. Il y a des choses aussi différentes dans la façon de consommer les messages dans le messaging et dans le streaming. C'est-à-dire que typiquement, dans un messaging, dans du messaging classique, on va avoir une quantité de messages, une quantité de données finalement assez faible, qu'on va garder dans le temps, peut-être pas forcément très longtemps. Quand on garde des données dans du messaging, c'est en général plutôt pour gérer le fait que, par exemple, un consommateur n'est plus là, il est down, il a besoin de rattraper les messages à consommer dès qu'il redevient up, par exemple. Donc on n'a pas de gros besoin de stockage de données volumineuses et sur du long terme. Au contraire du streaming, où on va avoir besoin de faire du rejeu et donc de garder des données. On peut même utiliser d'ailleurs un flux d'événements comme source de données, comme source de vérité, quand on fait de l'event sourcing par exemple. Donc on a vraiment besoin de les stocker en grande quantité et aussi plus ou moins longtemps, ce qui est une grosse différence entre le messaging et le streaming. Et autre partie, on a aussi le débit qui ne va pas forcément être le même. Comme on n'a pas beaucoup de messages stockés dans le messaging, on a assez peu de rattrapage de lecture à faire. Tandis qu'au contraire, dans le streaming, on a besoin de beaucoup de performance, de beaucoup de throughput, notamment quand on a des catch-up, des rattrapages à faire de messages, qui est un petit peu différent de l'univers du messaging traditionnel. Et donc du coup, on a des use cases différents. Et donc, dans beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont choisi des solutions différentes pour faire soit du streaming, soit du queuing, soit du messaging assez classique. Et notamment les grosses organisations, les grosses boîtes qui ont choisi plusieurs de ces solutions-là et qui ont du coup une certaine variété de solutions-là, une certaine complexité potentiellement. Et donc, on a à chaque fois une solution qui est différente. Par exemple, du streaming, typiquement, on va plutôt faire du Kafka de façon classique, et du messaging, on va plutôt classiquement faire du RabbitMQ, du Active, ou bien des choses comme ça, qui sont autant de solutions différentes à manager, à traiter et à connaître du point de vue du développeur, du point de vue des ops, etc. Et c'est comme ça que Pulsar est né, en fait. Pulsar a été créé par Yahoo
en 2012 pour répondre à cette problématique-là qu'avait aussi Yahoo. C'est comme ça qu'est né Pulsar, en fait. Le but de Pulsar, c'était initialement d'unifier ces différentes technologies, ces différents cas d'usage streaming ou messaging dans un seul broker, dans une seule technologie qui est capable de gérer les deux. Autrement dit, quand je dois faire du messaging ou quand je dois faire du streaming, est-ce vraiment un dilemme? Ben, pas forcément, parce qu'en fait, Pulsar est capable de gérer les deux. Comment il fait? Vous allez me dire, c'est pas magique ce truc. Comment il fait? C'est là où il y a un concept qui est hyper important dans Pulsar, qui est un petit peu différent d'autres solutions. Donc, n'essayez pas de faire des parallèles dans votre tête avec Kafka ou Rabbit. Essayez de penser directement en Pulsar, parce que les concepts sont un petit peu différents pour pouvoir atteindre cette unification du messaging et du streaming. Donc, pour rappel, on a des producteurs et des consommateurs qui vont produire, les producteurs vont produire des messages ou des événements dans un topic, et ça s'appelle toujours topic dans Pulsar, et des consommateurs vont consommer les messages dans le topic, un topic étant fondamentalement une FIFO, hein, donc un first in, first out. Mais en plus ça, on a un concept important qui n'existe pas dans d'autres solutions, qui n'a pas d'équivalent en tout cas, qui est le concept de souscription. Dans Pulsar, en fait, les consommateurs, les consumers, ils vont déclarer à Pulsar leur intention de consommer un topic en s'associant à une souscription. Et ils vont dire à Pulsar, moi, consommateur, je m'inscris dans telle souscription et je vais consommer le topic comme du streaming, ou je vais consommer le topic comme du messaging. Donc une souscription, ça déclare une intention de mode de consommation et c'est basiquement une sorte de curseur. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je simplifie, qui va aller mémoriser quels sont les messages qui ont été livrés à qui, à quel consommateur et qui va gérer ça. Et donc, un topic peut avoir plusieurs souscriptions. Autrement dit, un instant T, un topic peut être consommé en streaming par une souscription de type streaming ou en messaging par une souscription de type messaging. Mais c'est le même topic, c'est la même data en fait. Donc pour ça, on a 4 modes de souscription dans Pulsar. On a un mode de souscription qui est, je vais commencer par celui tout en bas en fait, qui est le mode de souscription, qui est le mode de souscription partagé. Dans le mode de souscription partagé, ici, on est plutôt dans le messaging, c'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs consommateurs qui vont consommer en même temps un même topic, ce topic étant vu comme une queue, en fait, comme une file d'attente. Et donc, les consommateurs vont consommer chaque message. Et Pulsar va répartir les messages. Pulsar va envoyer les messages aux différents consommateurs en mode round robin. Donc, autrement dit, il n'y a pas de garantie d'ordre dans une consommation de type shared. Et le shared, ce qui est assez sympa, c'est que c'est assez facile à scaler. C'est-à-dire que si, par exemple, typiquement, dans du mode messaging, vos consommateurs vont être des workers, ils vont prendre en charge une certaine charge de travail. On avait dit que des messages étaient plutôt des tâches à réaliser. Si vos tâches ne dépilent pas assez vite, vous pouvez facilement ajouter de nouveaux consommateurs et Pulsar va répartir les messages différemment sur chaque consommateur et tout se passera bien. Pour pouvoir dépiler plus vite la charge de travail mise en attente dans la file, dans le topic. Donc là, on retrouve un mode de consommation qui est proche du messaging. Et on peut aussi, toujours sur le même topic, passer un petit peu plus dans le streaming, où là, on va avoir une souscription qui est la souscription exclusive. La souscription exclusive, vous allez avoir un seul consommateur à un instant T sur cette souscription-là. Et si vous essayez d'introduire un deuxième consommateur sur la même souscription, Pulsar va le rejeter, Pulsar va dire non. Et de cette façon-là, comme vous avez un seul consommateur sur la souscription, les messages vont être traités dans l'ordre, puisque vous n'avez qu'un seul consommateur. Ils vont être traités dans l'ordre où ils ont été émis. Ça peut être embêtant parce que si vous avez votre unique consommateur qui down, vous êtes embêté. Donc pour ça, on a aussi dans Pulsar un mode failover. Le mode failover permet de switcher vers un autre consommateur en cas de panne du premier consommateur, un peu comme un mode actif-passif. Donc vous avez toujours les messages qui sont traités dans l'ordre, mais vous avez un failover. Et enfin, dans le key shared, c'est comme le shared qui est tout en bas, le key shared qui est tout en haut, sauf que vous avez l'ordre qui est géré, c'est-à-dire que si les producteurs produisent des messages en leur associant à chacun une clé, à ce moment-là, Pulsar va répartir les messages de même clé sur les mêmes consommateurs. Et du coup, les consommateurs verront les messages de même clé dans le bon ordre.
Du coup, ça vous permet d'avoir une relation d'ordre, d'avoir une order guarantee dans ce que vous consommez par clé, tout en bénéficiant de la scalabilité des consommateurs que vous pouvez avoir dans le mode shared. Et donc, ces 4 modes de souscription-là marchent sur le même topic. Et c'est comme ça que Pulsar arrive à se comporter à la fois comme du messaging et comme du streaming, en fait. Un autre concept qui est hyper important, c'est la notion d'acquittement. On n'acquitte pas les messages de la même façon sur du streaming et sur du messaging. L'acquittement, ça sert à dire que si un consommateur a consommé un message, il va faire ce qu'on appelle un acquittement, de façon à ce que le broker puisse se souvenir de qui a consommé quoi pour éviter de le livrer, en tout cas dans la mesure du possible, pour éviter de faire consommer des messages plusieurs fois. Ça sert aussi à faire en sorte que si vous avez plus vos consommateurs et qu'ils reviennent, qu'ils redeviennent up, le broker sait où ils en sont, il l'a mémorisé dans les messages qui sont acquittés ou non. Et il arrive comme ça à relivrer les messages aux bons consommateurs pour faire un rattrapage. Et donc on a 2 modes. On a le mode façon Kafka, façon streaming, où Pulsar va mémoriser le fait que nous en sommes à telle position, les consommateurs en sont à telle position dans le topic. Autrement dit, les consommateurs ont acquitté jusqu'à une certaine position. Donc ça s'appelle un offset, en l'occurrence dans Kafka. C'est hyper intéressant, mais le problème de ça, c'est que s'il y a un message ici, qui est le message 1 qui est en rouge, qui ne peut pas être traité, bah, la consommation, en fait, elle est bloquée. Un seul message peut être en mesure de bloquer la consommation. Je parle bien d'un message qui peut être traité, qui ne pourra jamais être traité, un message qui bloque complètement la consommation. Par exemple, imaginons que dans ce message-là, le traitement consiste entre autres à insérer une donnée dans une base de données, mais que la clé, la primary key, la base de données, bah, elle est dupliquée, bah, vous êtes coincé, vous n'allez jamais réussir à traiter ce message-là. Ok, donc ça s'appelle une poison pill aussi dans le monde de Kafka. Ça bloque tout. Tandis que avec le mode d'acknowledge par message, qu'on retrouve un peu plus classiquement dans le messaging, et bien chaque consommateur va pouvoir dire à Pulsar, j'ai acquitté ce message-là, j'ai acquitté ce message-là. L'acquittement se fait message par message, et de cette façon-là, Pulsar, même si un message M1 bloque et qui n'est jamais consommé, Pulsar peut tout de même livrer les messages 2, 3 et 4 sans aucun souci. Donc ça, c'est des choses assez différentes dans le messaging et dans le streaming aussi. Et Pulsar, évidemment, gère également les 2 modes d'acquittement. Donc voilà, ce qui est assez sympa, c'est qu'on a vu ici une première raison, un truc assez cool dans Pulsar, c'est qu'on a une plateforme unifiée de messaging et de streaming, c'est-à-dire dans un seul broker vous permet de gérer à la fois du messaging et du streaming. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, la deuxième raison d'adopter Pulsar, c'est le fait qu'il gère la scalabilité de façon très différente d'autres solutions. Je crois qu'il y en a qui font sans doute un petit peu de Kafka dans l'assistance. Malheureusement, je ne vous vois pas lever la main, je ne vous vois pas faire des petits signes dans un chat ou tout ça. J'imagine que plusieurs personnes font du Kafka ici. Et donc, avec Kafka, est-ce que certains d'entre vous ont peut-être dû gérer un rebalancing de partition? Et là, pour ça, j'ai une petite histoire. J'ai un petit dessin. Dans Kafka, quand on commence à être saturé en termes de volume de données sur les nœuds, de volume de données qui sont pris en charge par les nœuds qu'on a dans notre cluster Kafka, on a envie d'ajouter de nouveaux nœuds dans notre cluster pour pouvoir scaler Kafka et pouvoir scaler le fait de prendre en charge de nouvelles données. Et le problème qu'on a parfois avec Kafka, souvent même, c'est que quand on veut ajouter un nouveau nœud dans notre broker, ce nouveau nœud n'est pas forcément en mesure de prendre immédiatement les nouveaux messages. On est parfois obligé de faire ce qu'on appelle un rebalancing de partition, qui est une opération qui peut être relativement lourde, être source de manque de performance, voire même d'indisponibilité. Et avec Pulsar, eh ben, ça n'existe pas ce problème. C'est-à-dire que dans Pulsar, si vous voulez ajouter de nouveaux nœuds pour prendre en charge de nouveaux messages, eh ben, il n'y a aucun problème. Vous ajoutez ce qu'on appelle un bookie. Christophe va vous expliquer un petit peu plus en détail comment ça marche. Et le nouveau nœud que vous venez d'ajouter dans votre cluster prend tout de suite les nouveaux messages, sans avoir besoin d'opérations particulières à opérer sur le cluster. Du coup, Christophe, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, nous détailler un petit peu plus comment ça marche? Oui. Alors, oui, je vais expliquer comment ça marche. Donc, on a vu tout à l'heure qu'on avait des consommateurs et des producteurs qui échangeaient des messages à travers les topics. Sauf qu'en fait, un topic, c'est pas une unité physique
de stockage. Au niveau du stockage, un topic, il va être découpé en segments. Donc next. Voilà, donc en fait, ce qui va être physiquement stocké dans Pulsar, c'est des segments. Un segment, c'est quoi? Et ben, en fait, c'est, une suite de messages qui a un début. Ensuite, on stocke des messages, un certain nombre, 50 000 ou c'est paramétrable et une fois que, on a terminé, d'écrire, ce nombre de messages et ben, on ferme le segment et on écrit un nouveau segment. Donc ces segments, du coup, c'est des éléments de stockage qui sont, immutables. Une fois qu'un segment a été fermé, il ne peut plus rien se passer dessus et on va voir, comment ça permet de faire des choses sympathiques, au niveau du stockage. Donc next. Voilà. Alors en fait, dans Pulsar, on a une séparation entre le processing et le stockage. On voit qu'on a une couche, donc ce qu'on appelle les brokers. Qui sont des éléments stateless, donc ils vont rien stocker eux, et ils vont se répartir, le management, enfin le traitement des topics. Du coup, il y a une répartition comme ça des topics qui se fait avec un load balancing et chaque broker, prend en charge un certain nombre de topics et va pouvoir ensuite écrire dans la deuxième couche qui est la couche de stockage. Et chaque broker, peut écrire dans, n'importe quel élément de la couche de stockage. Cette couche de stockage, elle s'appelle, la technologie qui est utilisée, c'est Apache, Bookkeeper. Et donc elle se compose de serveurs qu'on appelle des bookies et bah, du coup, les segments qu'on a vus, précédemment pour chaque topic vont être écrits, dans ces bookies. Donc next. Alors, du coup, comment on scale? Bah, pour les brokers, c'est assez simple, c'est des éléments stateless. Donc scaler du stateless, c'est ce qui est en général le plus simple. Je rajoute un nouveau broker, je le fais participer à mon cluster et du coup, automatiquement, le load balancing va s'occuper de décharger les nœuds qui ont trop de topics pour les mettre sur, ce nouveau broker. Et pour la partie bookkeeper, next. Donc, bah, là, on arrive au problème qu'on a vu tout à l'heure. J'ai besoin de nouvelles capacités de stockage. J'ajoute un bookie et alors ce qui va se passer, c'est que comme, c'est pas l'intégralité d'un topic que je dois déplacer ou, une partie du topic que je dois déplacer, en fait, ce bookie, il va uniquement prendre en charge des nouveaux segments. Donc les nouvelles données vont être écrites directement sur ce bookie. J'ai pas besoin de faire un rebalancing de partition. Le bookie est immédiatement utilisable et va pouvoir, soulager les autres bookies qui, eux, peuvent être un peu saturés. Donc ça, voilà, on permet de scaler la couche, et la couche de processing et la couche de stockage de façon, aisée. Donc next. Voilà, donc on a vu la partie scalabilité, et ce qui est important évidemment aussi, dans un broker de messages, c'est tout ce qui est durabilité, extrêmement important. On ne veut jamais perdre de données. Alors comment on va faire ça? Next, ouais. Donc j'ai dit que les segments étaient stockés sur les bookies et en fait, ce qui va se passer, c'est ce qu'on voit là, c'est que chaque segment va être, copié plusieurs fois sur chaque bookie. On va avoir par exemple là, dans cet exemple-là, j'ai un facteur de réplication de 3 et donc les brokers vont s'assurer qu'un segment va être écrit, sur plusieurs bookies. La répartition est faite, par Pulsar et Pulsar va s'assurer, d'utiliser des bookies différents pour chaque segment. On peut même gérer des zones et des régions, pour être sûr que, bah, si je perds, une zone ou une région, mes données seront toujours disponibles sur, quelque part. Là, on voit par exemple que le bookie 1, il a pris, le segment 1 a été écrit sur le bookie 1, le bookie 2 et le bookie 4. Si je perds le bookie 1 même définitivement, mes données sont toujours disponibles sur les autres bookies. Donc c'est comme ça qu'on assure, la durabilité, la disponibilité des données. Next.
Un autre avantage aussi de cette architecture en segment du stockage, c'est que du coup, implémenter du tiered storage, c'est quelque chose d'assez simple. Donc le tiered storage, c'est une fonctionnalité qui est disponible sur la version open source de Pulsar. Et en fait, ça va s'occuper quand on met en place du tiered storage, les brokers vont s'occuper de copier des segments de Bookkeeper vers du stockage objet type S3 ou Ceph. L'intérêt de ça, c'est qu'en général, pour les bookies, on va vouloir avoir des disques haute performance, les plus performants possibles, type SSD, mais qui du coup sont chers. Par contre, pour des données qu'on utilise moins souvent, ça a un intérêt de les mettre dans du S3 où ça va coûter beaucoup moins cher. Du coup, les brokers, eux, vont s'occuper quand ils communiquent avec des producteurs ou des consommateurs. Pour les producteurs et consommateurs, c'est transparent. Les bookies vont s'occuper de savoir s'ils doivent aller chercher la donnée dans Bookkeeper ou dans S3. Et donc, next. Donc, la raison suivante d'adopter Pulsar que va vous présenter Julien. Alors, il y a une quatrième raison qui est assez sympa, qui est le multitenante. Le multitenante, c'est quoi? En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans un cluster ou dans une instance de Pulsar, vous pouvez la subdiviser en plusieurs tenantes, ce qui est hyper sympa pour pouvoir mutualiser un cluster tout en isolant les ressources et isoler en termes de sécurité aussi entre typiquement entre différents services, par exemple, d'une même entreprise. Donc, c'est vachement bien pour avoir un cluster Pulsar unique, une plateforme de messaging unique que vous allez fournir de façon mutualisée à toute votre entreprise, et pour autant arriver à manager par services différents une isolation des données complète à l'intérieur entre les différents tenants et des settings de sécurité, aussi d'autres settings qui peuvent être aussi complètement différents en fonction du tenant. Donc, vous avez typiquement attribuer un tenant à par exemple une équipe ou un service, un département de votre entreprise. Donc ça isole la structure, ça isole la sécurité, ça isole aussi les ressources et les quotas, etc., etc. Donc ça, c'est très très sympa pour avoir une plateforme de messaging mutualisée au sein d'une grosse boîte. Et donc les tenantes sont découpées en ce qu'on appelle des namespaces. Les namespaces étant des groupes logiques de topics. Donc en dessous des namespaces, il y a des topics. Donc les groupes logiques de topics qui vont avoir ces topics qui ont des settings similaires en termes de sécurité, de rétention, etc. Euh, et donc ça permet, les namespaces permettent à des équipes de pouvoir garder leurs données séparées et isolées grâce aux tenantes et grâce aux namespaces. Et donc chaque namespace en fait a des settings qui sont récupérés par héritage en fait sur les différents topics qui sont à l'intérieur du namespace. Et donc grâce à ça, on peut organiser de façon plutôt bonne un seul cluster ou une seule instance de Pulsar qui gère à elle toute seule des centaines de milliers, voire des millions de topics sans aucun souci. En fait, c'est complètement prévu pour à l'échelle d'une grosse entreprise. Alors après le multitenante, on a aussi un autre truc très sympa qui est la géoréplication. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Christophe? Oui, c'est bon. Donc la géoréplication, alors l'intérêt dans Pulsar, c'est que la géoréplication est complètement intégrée et c'est les brokers eux-mêmes qui vont s'occuper de faire de la géoréplication. La géoréplication, l'intérêt, c'est quoi? On a vu qu'on avait une réplication tout à l'heure grâce à Bookkeeper qui est plutôt locale et qui est synchrone. Mais parfois, on a besoin de répliquer des données entre deux régions qui sont éloignées, mettons l'Europe et les États-Unis. Et du coup, là, on va avoir besoin d'une réplication qui sera plutôt asynchrone, parce que si on la fait en synchrone, on va dégrader fortement les performances. Et donc, cette réplication asynchrone, elle est complètement gérée par Pulsar. Elle est vraiment assez simple à mettre en place et elle va le gérer des choses qui sont classiques, telles que s'assurer que si je réplique l'Europe vers les US, un message ne va pas faire une boucle en passant d'Europe vers les US et ensuite recopier à nouveau de US vers Europe, etc. Donc ça, c'est built-in dans Pulsar et c'est assez simple à mettre en place, en fait. Voilà. Donc, next, la bonne raison suivante d'adopter Pulsar, présentée par Ouais. Julien.
Alors là, vous allez peut-être vous dire, OK, ça a l'air cool, Pulsar, ça gère bien la scalabilité, ça gère bien la durabilité, c'est multitenante, ça a de la géoréplication facile et ça me permet d'avoir une seule plateforme à manager pour faire à la fois du messaging et du streaming. Vous êtes bien gentils, Christophe et Julien, mais bon, moi, dans ma boîte, j'ai quand même un écosystème. Moi, j'ai déjà beaucoup de Kafka, beaucoup de RabbitMQ, et là, ton truc, la Pulsar, là, ça va pas le faire, en fait. Ça va pas marcher avec ce que j'ai. Donc, en fait, si. Parce que dans Pulsar, il y a beaucoup de choses qui permettent d'avoir une compatibilité avec l'écosystème. Par exemple, si vous vous souvenez de ce message, de ce slide-là, hein, où j'ai expliqué différents modes de souscription, je parlais des producteurs et je parlais des producteurs et des consommateurs. Mais j'ai jamais dit que ces producteurs et ces consommateurs devaient utiliser forcément le protocole natif de Pulsar. J'ai jamais dit ça. En fait, ces producteurs et ces consommateurs peuvent utiliser d'autres protocoles que celui de Pulsar. Donc on peut tout à fait faire coexister ensemble et tout en même temps, donc se faire parler ensemble des consommateurs RabbitMQ avec des producteurs Kafka, par exemple. Un RabbitMQ Kafka, c'est-à-dire que l'idée qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette histoire, il n'y a qu'un seul cluster, hein. Pulsar ne fonctionne pas par devant un cluster Kafka ou par devant un cluster RabbitMQ. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que Pulsar est en fait un broker multi-protocole. Il est capable de fonctionner avec un protocole Pulsar natif, mais aussi avec un protocole compatible Kafka, ça s'appelle Kafka on Pulsar en l'occurrence, ou un protocole RabbitMQ. Ça peut aussi activer du MQTT, ce qui peut être très sympa pour l'IoT. Tout ça, ça marche dans Pulsar en open source. Il n'y a pas de souci, ça marche super bien. Donc, si vous avez déjà des microservices, par exemple, codés avec un client, avec un SDK Kafka, ben, vous pouvez les brancher sur votre Pulsar et ça marche très bien. Pulsar, si vous voulez utiliser le protocole natif, ce qui est quand même un petit peu plus recommandé, vous avez des API clientes dans la plupart des langages qui sont assez connus pour coder des microservices. Mais vous avez aussi un truc rigolo, c'est que vous pouvez aussi utiliser votre browser comme producteur ou comme consommateur Pulsar. C'est-à-dire qu'on a aussi un connecteur WebSocket, un SDK WebSocket qui permet à un browser de se comporter comme un producteur ou comme un consumer de messages également. Donc là, on a les connecteurs, les API, les SDK clientes officiels. Et on a aussi la communauté qui fait des clients Rust, des clients Erlang, des clients Haskell, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et ces API-là sont aussi bien synchrones que asynchrones ou réactives, hein. La plupart, en tout cas, ont ces deux modes de fonctionnement. Donc vous pouvez utiliser Pulsar avec votre langage favori. On a aussi Pulsar.io qui est très sympa. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que autour d'un broker, un broker, ça ne peut pas marcher sans données. Donc, il faut que les données viennent de quelque part. Les données viennent d'une source. Donc, les messages ou les événements viennent d'une source. Et puis ça transporte des données. Ça ne sert à rien si ça ne met pas les données quelque part dans une destination finale, qui est le sink. Donc, les données arrivent de la source, sont traitées par Pulsar et finissent par arriver dans un sink. Et donc, ce qui est sympa, c'est que les sources et les sinks peuvent être assez différents. Et donc, grâce à Pulsar.io, vous avez beaucoup de sources et de sinks qui sont déjà implémentées, en fait. Alors, les icônes là sur votre écran, c'est pas la liste exhaustive, ok, mais c'est les plus connus, mais il y en a beaucoup, beaucoup plus qui sont aussi tous open source. Typiquement, vous pouvez avoir par exemple les bases de données les plus classiques, hein, du Postgre, du Oracle, du Mongo. Vous pouvez avoir comme source ou comme sink un autre broker, un Kafka ou un RabbitMQ. Vous pouvez avoir comme source ou comme sink du HTTP. Donc vous pouvez poster des messages en HTTP pour avoir un sink HTTP ou faire du GET pour avoir une source. Vous avez aussi des bons vieux fichiers plats, de l'Elasticsearch en sync et la liste est clairement pas exhaustive. Et tout ça, c'est déjà implémenté, ça existe et c'est open source et vous avez qu'à l'installer dans votre cluster Pulsar et ça marche bien. Donc là, on a pas mal de raisons d'avoir envie de tester Pulsar. Et donc Christophe va vous présenter la 7e raison qui est l'open source. Donc Christophe, à quoi ressemble toi qui es committeur? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la communauté qui est autour de Pulsar? Oui, donc effectivement, alors Pulsar est en open source, hein, c'est un projet Apache et donc tous les donc sous licence Apache.
Mais également tout ce qu'on a présenté, c'est-à-dire que tous les connecteurs sont disponibles en open source et toutes les fonctionnalités qu'on vous a présentées sont dans la version open source. Il n'y a pas, à ma connaissance, de société qui a développé des écosystèmes très forts dont les codes ne soient pas mis en open source. Donc, que ce soit Stream Native ou DataStax, en général, tout ce qu'on fait, vous pouvez y avoir accès en open source et on cherche vraiment à avoir une collaboration avec la communauté open source. Donc, voilà, moi, je travaille, tout ce que je fais, je le mets sous licence Apache. Euh, et alors, l'intérêt de ça, c'est que bah, du coup, vous n'avez pas des fonctionnalités, vous n'avez pas une version de Pulsar Lite qui n'est pas utilisable en entreprise parce qu'il va manquer des choses extrêmement importantes. Et si vous avez besoin de géoréplication ou d'un schéma registry dont on n'a pas parlé là, mais de fonctionnalités qui sont très importantes, où vous êtes obligé de vous adresser à un vendeur. Non, là, si vous voulez faire du Pulsar avec DataStax ou StreamNative, nous, moi et Julien, on sera très contents. Et si demain vous vous fâchez, bah, vous prenez votre Pulsar et vous pourrez l'installer vous-même où vous voulez. Vous n'êtes pas non plus lié à un cloud en particulier. Vous pouvez fonctionner sur n'importe quel cloud. Et donc, vous avez une dépendance au vendeur qui est réduite. Donc, c'est un point fort de Pulsar. Et donc, next. Et donc, on a une communauté qui est très dynamique, Pulsar. Pulsar est un des projets Apache les plus dynamiques, voire même peut-être le plus dynamique en ce moment. Donc, avec un grand nombre de contributeurs et beaucoup d'échanges qui se font sur Slack, sur Stack Overflow, sur plein de plateformes. Et donc, évidemment, si vous voulez rejoindre la famille Pulsar, la communauté Pulsar et contribuer et participer, bah, vous êtes bien évidemment les bienvenus. On est une communauté très accueillante. Next. Ok. Donc voilà un récap des 7 raisons qui, on espère, vous ont donné envie d'essayer Pulsar. Donc en récap, on a une plateforme unifiée de messaging et de streaming. Donc vous vous souvenez, on peut faire aussi bien du streaming que du messaging avec Pulsar. La scalabilité est gérée de façon très sympa et très différente que d'autres solutions, grâce notamment à cette séparation entre des nœuds de type traitement qui sont stateless et des nœuds de type stockage, comme a expliqué Christophe. Quand on a besoin de scaler la donnée, c'est pas très compliqué en fait. On ajoute un bookie et tout se passe bien. La durabilité est aussi hyper importante et tout ce système de réplication. Et aussi l'offline storage, enfin le tier storage qui permet de stocker vos données, vos messages dans Pulsar, en dehors pour le coup de Pulsar, dans des supports moins chers, tout en étant transparent du point de vue du développeur, qui est vraiment sympa, notamment quand on a besoin de stocker longtemps des données. Je pense à des gens qui font de l'event sourcing par exemple. On a le multitenante qui permet d'avoir une instance ou des clusters de Pulsar qui sont fortement mutualisés au sein d'une même entreprise. La géoréplication facile qui marche out of the box avec la version open source. La compatibilité avec l'écosystème, c'est-à-dire que si vous avez un Pulsar chez vous, et ben vous pouvez réutiliser complètement votre existence que vous avez déjà. Ça marche bien. Et enfin, le fait qu'on a une communauté open source hyper vibrante, hyper accueillante et que surtout, vous n'avez pas de vendeur lock-in grâce à ça. C'est-à-dire que les features qu'on vous a présentées là sont toutes open source. Voilà, bah écoutez, il est temps de passer aux questions-réponses. On a 5 minutes, je crois, si mes calculs sont bons. Ouais. En même temps, je vais vous demander, en même temps que les questions-réponses soient collectées, n'hésitez pas à nous contacter sur nos Twitter respectifs, JAK78 et Cbornet. On se fera un plaisir de répondre à vos questions, de rester en contact et de vous accompagner dans ce voyage vers Pulsar. Et ce serait super que vous puissiez flasher ce QR code pour nous donner du feedback. Donc derrière, il y a un petit formulaire de feedback qui va nous aider à faire deux choses. Ils vont nous aider à avoir du feedback sur notre présentation, c'est une bonne pratique à la base. Et aussi, je vais en aussi profiter pour vous poser une petite question dans ce formulaire de feedback qui est parmi les 7 raisons.
qu'on vous a présentée là, c'est laquelle ou lesquelles sont vos raisons favorites? J'aimerais bien avoir cet insight, cette information. Ouais, merci beaucoup Julien, Christophe. Donc il y a beaucoup de questions, donc on va les prendre une par une. Merci beaucoup aux personnes qui nous ont adressé les questions. Je vais les reprendre par le début. Ouais. Donc la première question, c'était une souscription permet-elle de filtrer les messages d'un topic? Alors vous avez Christophe. Oui. Ça dépend de ce qu'on appelle filtrer. Une souscription permet de ne pas renvoyer plusieurs fois les messages déjà consommés. Dans ce sens-là, mais par contre, un filtrage fonctionnel, non. Pour le coup, alors il y a un truc dont on n'a pas parlé qui sont les pulsar functions, qui permettent aussi de faire des traitements à l'intérieur du pulsar sur des messages. Donc on s'orienterait peut-être un petit peu plus vers les pulsar functions, je pense, pour pouvoir faire ce. Oui, alors très rapidement, il y a possibilité d'introduire des filtres dans Pulsar à travers donc il y a un système de plugins pour plein de choses dans Pulsar. Et il y en a un qui permet d'introduire des filtres sur certains types de souscriptions. Et effectivement, il y a aussi, comme le dit Julien, les fonctions, donc qui sont des éléments qui permettent de lire un topic et de réécrire ensuite le résultat dans un autre topic en effectuant un traitement au passage, qui permettent aussi d'effectuer des filtres, mais cette fois en ayant un cycle où on va lire un message et puis le réécrire. Donc voilà, deux façons de faire des filtres dans Pulsar. Autre question, j'imagine qu'il y a des templates de supervision prêts à l'emploi pour suivre l'usage des brokers et des bookies. Alors, oui, alors il y a des choses qui existent, oui, pour avoir des dashboards. Je crois qu'il y a un certain nombre d'outils de management. Il y a un Pulsar, je ne suis pas sûr du nom, Pulsar Manager ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a un certain nombre d'outils qui existent qui permettent déjà de gérer les topics. En termes de supervision, il y a tout ce qu'il faut en termes de endpoint Prometheus. Après, les dashboards, il doit y en avoir qui existent tout fait, et puis vous pouvez vous faire vos propres dashboards à partir des données qui existent. Il y a un grand nombre de données qui sont exposées sur le slash metrics à la Prometheus. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Julien. Non, super. Ok. Autre question, comment ça fonctionne la réplication? Est-ce que c'est le même fonctionnement que Mirror Maker? Question experte. Alors moi, Mirror Maker, j'ai pas tellement pratiqué la version 2, mais j'ai souffert avec la version 1, qui était vraiment quelque chose de très basique et qui manque d'énormément de features par rapport à ce que sait faire Pulsar. Donc oui, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que vous avez un processus qui va consommer le topic et le réécrire dans le topic cible. Par contre, il va faire ça en gérant un certain nombre de règles. Donc, j'ai parlé du fait qu'un topic, s'il a déjà été répliqué de A vers B, il ne va pas être à nouveau répliqué de B vers A. On a un certain nombre de possibilités aussi de réplication, de dire quels sont les tenants ou les namespaces ou les topics qu'on veut répliquer. Donc, on peut répliquer un namespace entier. C'est aussi vous n'avez pas besoin d'installer quelque chose de supplémentaire. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose qui va faire cette réplication. Cette réplication, elle est built-in. C'est les brokers eux-mêmes qui vont s'en charger. Merci Christophe. Autre question, est-ce qu'il existe des versions managées d'Apache Pulsar sur Azure, par exemple, ou Amazon, Google? Bon, on va proposer deux solutions différentes avec Julien. Oui, nous boisons ça. Voilà, donc nos deux sociétés proposent des versions managées. Donc vous pouvez aller voir Stream Native. Donc je te laisse parler de la version managée chez Stream Native si tu veux, Julien. Stream Native, vous pouvez aller sur streamnative.io et vous allez avoir une
une offre à plusieurs niveaux. Vous avez une offre clé en main en mode Pulsar as a service, hein, et vous avez une offre aussi qu'on appelle Bring Your Own Cloud, dans laquelle vous avez déjà vos ressources, votre cloud, et c'est nous qui manageons votre Pulsar sur votre cloud. Voilà. Et donc chez DataStax, l'offre Pulsar as a service s'appelle Astra. Bon, il y a aussi l'offre de support qui s'appelle Luna. Et donc voilà, Pulsar as a service et Bring Your Own Cluster comme pour Stream Native. Donc choisissez celui qui vous le plaît le plus. Euh, et nous, on sera tous très contents. Voilà. Alors, une question. Kafka compte enlever Zookeeper dans les futures versions pour des raisons de scalabilité. Est-ce que Pulsar prendra ce même virage dans le futur? Alors, c'est pas à l'ordre du jour. Bon, déjà, ils enlèvent Zookeeper, mais ça va prendre un certain temps avant que ce soit utilisable en production, hein. Aujourd'hui, Confluent dit clairement que c'est pas utilisable en production. Donc voilà, ils travaillent dessus. Nous, enfin, sur Pulsar, l'effort qui a été fait, c'est de plus avoir une dépendance forte avec Zookeeper. C'est-à-dire que vous pouvez choisir votre store de configuration. En fait, Zookeeper est peu utilisé finalement dans Pulsar. C'est principalement pour partager la configuration entre les brokers et les bookies. Et donc, on peut plugger d'autres types de configuration store, type etcd. C'est encore assez récent, donc je pense que la plupart des gens utilisent encore Zookeeper. À dire la vérité, Zookeeper, c'est pas un gros challenge à opérer comparé à d'autres choses. Je ne sais pas si tu veux ajouter des choses, Julien. Non, j'ai répondu oui, tu as répondu c'est pas l'ordre du jour. En fait, oui, c'est en train d'être fait. Il y a un couplage finalement pas si fort que ça entre Pulsar et Zookeeper, comme tu le dis, Christophe. Et donc, des gens font déjà du etcd, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui est en cours. Voilà. Ok, on a fait le tour de toutes les questions. On vous remercie beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Ah, ils dorment tous. Ah, s'il y a une question. J'ai obligé de me déplacer parce que j'ai une question. Viens. Non, vas-y. Oui, j'avais une petite question. On parlait tout à l'heure de pouvoir utiliser différents types de protocoles en entrée, MQTT ou d'autres. Est-ce que ça ajoute de la complexité, de l'overhead, il y a des réductions, des limitations, ou c'est transparent et ça marche très bien comme ça? Alors, tu veux répondre, Julien? Je réfléchis à ma réponse, mais vas-y si tu... Voilà. Alors moi, je peux parler de protocoles que je connais. Alors sur Kafka, donc KOP, on a des performances qui sont... ça agit pratiquement pas sur les performances, en fait. De toute façon, on agit au niveau de la couche protocolaire directement. Et du coup, c'est juste la façon dont on traite le protocole qui est différent. Donc, il n'y a pas de grosses différences. Et la bonne nouvelle sur RabbitMQ, moi j'ai travaillé sur une intégration de RabbitMQ. Donc vous avez deux solutions, vous avez AOP et vous avez Starlight for RabbitMQ. Moi j'ai développé Starlight for RabbitMQ. Et là, le gros avantage, c'est que vous passez de RabbitMQ, qui est une techno qui est, on va dire, un peu ancienne, legacy, à la puissance de Pulsar. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport à du RabbitMQ, on a des débits qui sont 10 fois supérieurs. Donc voilà, en fait, on profite de l'architecture log. Donc, je n'ai pas forcément parlé du log par rapport à une base de données avec des index. Mais le fait qu'on écrive en log dans Pulsar, ça fait qu'on profite de l'écriture séquentielle. Et les disques sont extrêmement optimisés pour ce genre d'écriture. Également aussi, intégré dans Pulsar, il y a du batching, ce qui fait que les messages sont batchés.
Et ça permet aussi d'énormément augmenter le throughput, enfin, le débit. Et du coup, ouais, on a des performances qui sont bien supérieures à ce qu'est capable de faire RabbitMQ avec le même hardware équivalent, bien sûr. Ok, bah, je pense qu'on a fait le tour de l'ensemble des questions. On vous remercie, Christophe et Julien. C'était très clair. Et puis, on espère qu'on a bien répondu à vos interrogations autour de Pulsar. Et donc, on vous retrouve dans quelques minutes, le temps d'installer la table ronde ici à Bordeaux. Et bah, à tout